Bonjour tout le monde, je vais donc l'exposé c'est sur le kératocone. Je voudrais juste avoir une idée qui fait le cross-linking de manière régulière dans la salle. D'accord. Donc cet exposé, moi j'ai donc discutant avec mon ami Charlie, essayé de partager avec vous mon expérience dans la prise en charge du kératocone et surtout sur des attitudes qui sont pratiques. C'est-à-dire ça tombe bien pour les gens qui se lancent dans la prise en charge du kératocone et qui veulent comprendre des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ce cas clinique, il est assez démonstratif. C'est le cas donc d'un enfant de 9 ans, le médecin ophtalmo qui a fait ses topographies et a pris cette image pour kératocone. L'âge c'est 9 ans et un cross-linking a été fait au niveau des 2 yeux sous anesthésie générale. Alors, on peut discuter de cette image. Est-ce que c'est un kératocone ou pas? Qui dit que c'est un kératocone, lève la main. Qui pense que ce n'est pas un kératocone, lève la main. Moi aussi, je lève la main. Exprès, j'ai commencé par ce cas clinique qui est un peu triste de voir des pathologies de surface, et je parle en présence de mon ami Eric, grand seigneur de la surface oculaire. Ce n'est pas un kératocone. Cet enfant était traité par cross-linking sous anesthésie générale au niveau des 2 yeux. Alors, moralité de ce cas clinique, et ça l'objectif de mon cours d'aujourd'hui. Il ne faut pas confondre entre toute pathologie de surface n'est pas un kératocone. Et l'association pathologie de surface kératocone, il est assez fréquente, je dirais assez fatale. Là, cet enfant, je l'ai pris en charge après, et on l'a pris en charge comme une pathologie de surface, en traitant l'atopie de manière énergique, et la maladie est stabilisée. Donc, il y a un message à transmettre, il faut faire la nuance et la différence, surtout chez les enfants, parce que faire le cross-linking sur une cornée qui ne présente pas de kératocone, je dirais que c'est criminel. Un cas que j'ai vu il n'y a même pas 3-4 jours, et on m'a confié, enfant de 16 ans, et dans le courrier, l'ophtalmo qui me l'a confié, il me dit que je pense que c'est un kératocone débutant parce qu'il y a un petit bombement inférieur au niveau de la cornée. Ce n'est pas un kératocone. Et là, le message que je vous transmets, si vous avez un topographe ou un tomographe, vous devez faire la nuance que pour dépister actuellement les kératocones débutants, c'est l'OCT qui le fait. Et il y a une image typique, tout bombement de la face antérieure qui ne s'accompagne pas d'un amincissement de l'épithélium, ce n'est pas un kératocone. Donc le message il est clair, la topographie, la tomographie, c'est un examen qui est utile, mais parfois qui n'est pas suffisant. Surtout un cas comme ça à 16 ans, vous allez me dire qu'il y a un consensus mondial, tout kératocone de l'enfant est égal cross-linking. Oui, mais tout kératocone confirmé, pas toute pathologie de surface. Alors à travers ces 2 cas cliniques, j'ai quelques messages à vous faire passer de manière très simple. Il faut faire la nuance entre une pathologie de surface et un kératocone parce que une atopie, un frottement, une allergie sévère chez un enfant peut simuler un kératocone, peut simuler une modification de la kératométrie antérieure, il peut simuler une évolution. Vous avez un kératocone stable, aucun signe d'évolutivité, mais le frottement, l'atopie, l'allergie peut simuler une évolution. Et là aussi, faire un cross-linking sur un kératocone qui est stable, je dirais, c'est synonyme de déstabiliser la maladie et non pas de la stabiliser. Donc un message, il est clair. Une réfraction normale n'est jamais synonyme d'une cornée qui est intacte. Et là, c'est le cas d'un jeune. Vous avez vu que le kératocone était inférieur. La kératométrie, la réfraction était strictement normale. Ce patient, il voit 10 dixièmes. Et si on n'avait pas fait le réflexe de faire la topographie, on aurait passé sous, pas diagnostiqué, une forme inférieure de kératocone. Donc, il ne faut jamais se limiter à 10 sur 10. Il ne faut jamais se limiter à une réfraction comme ça. Vous allez passer à côté de beaucoup de kératocones qui sont de siège inférieur. Donc, une réfraction normale n'élimine pas un kératocone. Un patient qui voit 10 sur 10, mais qui vous rapporte qu'il a des signes de malaise, surtout s'il vous dit que « Docteur, je ne me sens pas bien quand il y a une basse luminance et que je travaille », c'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que chaque fois qu'il y a une modification de la taille de la pupille, le patient ne se sent pas bien. C'est ce qu'on appelle les aberrations optiques, parce que les aberrations optiques, c'est ce qu'on appelle pupillodépendant.
on a une acuité visuelle en myosis, on a une qualité de vision en myosis qui n'est pas égale à celle qu'on a en midriase. Donc là, c'est un jeune patient qui a eu 20 séances de rééducation, une vingtaine. Chaque fois, on lui demande des bilans orthoptiques, faites ça. Il travaille beaucoup sur l'ordinateur et il a traîné, donc 35 ans, je me rappelle bien de ce patient, c'est un ingénieur, il travaille beaucoup de près, mais qu'il était mal à l'aise le soir. Et après 20 séances, dès que je l'ai vu, dès qu'il me parlait de cette gêne visuelle, le soir, quand la pupille se dilate, top, il faut partir faire la topographie parce que c'est un kératocone qui est inférieur et qui devient gênant quand la pupille il est dilatée. Donc 10 dixièmes, kératoréfractaire normal, ça n'élimine pas un kératocone et vous avez la signature d'un kératocone qui est inférieur. L'autre message que je voudrais vous faire passer, c'est le suivant. Quand vous avez des patients qui ne se sentent pas bien et qui ont vu 4-5 ophtalmos, il vient avec 5 ordonnances de lunettes, celui-là, ce n'est pas la peine de s'engouffrer dans cette réfraction multiple. La réfraction objective et subjective du kératocone est très différente. Et là, je vous ai montré des cas cliniques où la kératoréfractométrie n'a rien à voir avec la réfraction qu'on a corrigée. Donc, la réfraction objective et subjective dans le kératocone, il y a un monde. C'est très différent. Donc, aucune relation. C'est pour cela que le ticket du kératoréfractomètre, vous le regardez, vous l'oubliez. Ça ne sert à rien. Il ne va pas vous orienter ni pour la sphère, ni pour le cylindre, ni pour l'axe. Et c'est l'intérêt d'un kératocone, c'est qu'il faut se baser sur le subjectif. Le kératocone, c'est une cornée qui est multifocale et vous avez des données qui ne reflètent pas la réalité. Et là, le mot-clé, c'est cette diapo que je vous demande de retenir. Si c'est vous qui faites la réfraction dans votre cabinet ou vous le déléguez à vos assistants, c'est une réfraction qui se base à calculer la sphère, le cylindre par tâtonnement. Et la participation du patient, elle est très, très importante, surtout pour la recherche de l'axe. C'est un patient où vous allez montrer beaucoup d'axes et il va vous dire à cet axe visuel, je me sens bien. Donc, cette méthodologie, je vous la recommande vivement si c'est vous qui faites la réfraction de kératocone. Et cette réfraction qui va vous donner ce qu'on appelle la meilleure acuité visuelle corrigée, elle est essentielle. Et là, je vais m'arrêter quelques secondes pour vous expliquer la chose suivante. Un patient qui a un kératocone, il a des aberrations de bas grade et des aberrations de haut grade. Quand vous faites la réfraction, votre patient arrive à 5 dixièmes avec lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire? En corrigeant les aberrations de bas grade, que les lunettes corrigent, vous savez que les lunettes ne corrigent pas les aberrations de haut grade, vous arrivez à 5 dixièmes. Donc en corrigeant sphère et cylindre, on arrive à 5. Tous les 5 dixièmes qui restent, c'est des aberrations de haut grade. Ça, les lunettes ne servent à rien. Est-ce que je me suis bien expliqué? C'est-à-dire que vous avez l'acuité visuelle initiale sans correction. Ensuite, l'acuité visuelle avec correction. Ensuite, l'acuité visuelle que vous n'allez pas atteindre. Il est à 4-5 dixièmes, c'est-à-dire que c'est le maximum de ce que vous pouvez atteindre avec vos lunettes. Ce qui reste, c'est la lentille rigide ou les anneaux au laser, on va voir ça. Et là, c'est très important de s'attarder et de faire une bonne réfraction à ces patients. Un message important, beaucoup de collègues, beaucoup d'ophtalmos, quand ils voient un kératocone agressif, il a peur. Et surtout, il est relativement jeune. Et là, le message, il est clair. Agressivité n'est pas synonyme d'évolutivité. Arrêtez de traiter des kératocones avancés sous prétexte qu'il a une kératométrie élevée. Le cross-linking, il y a un consensus mondial, c'est pour les kératocones évolutifs. Donc retenez ce message, il faut se donner le temps et de respecter les critères d'évolutivité, on va les voir après, et le message il est clair, il faut être sûr que cette maladie elle est stable, elle n'est pas stable. Un autre message que je voudrais vous faire passer est le suivant. Entre fausse évolutivité et vraie évolutivité. Si, surtout chez les jeunes, si vous ne respectez pas des règles suivantes, que vous examinez votre malade avec la même machine, avec le même examinateur, avec le même calibrage, vous avez vu qu'en variant le pas dans l'examen du milieu, il y a deux images qui font peur. Eh bien, rien n'a changé, c'est le pas. Et beaucoup d'ophtalmos commencent à voir les images, ils ne se donnent pas la question sur la qualité de la prise de l'image et sur l'étalonnage. Vous avez un pas de 0,25 ou de 0,5 et parfois on n'interprète pas les couleurs. On n'interprète pas les couleurs, on interprète les chiffres d'abord et ensuite les couleurs. Et là, exprès, j'ai varié le pas et c'est une fausse évolutivité. C'est une maladie qui est stable, donc pas de cross-linking. Donc voilà, la petite conclusion de début, c'est qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est surface oculaire et ce qui est kératocone, malgré qu'il y a une intrication entre les deux maladies. Un autre élément important, c'est que
Grâce aux implants premium et à la chirurgie réfractive, nous avons appris quelque chose, que le film lacrymal, il a une puissance réfractive. Une surface oculaire stable, un film lacrymal stable, sa puissance réfractive, elle est nulle. Il a zéro pouvoir réfractif. Mais un film lacrymal altéré, une surface altérée, a un pouvoir réfractif. Et là, les gens qui se sont lancés dans les implants premium, après, ils ont une réfraction bizarre parce qu'ils n'ont pas tenu compte des altérations du film lacrymal. Et là, vous voyez sur ce tableau qu'une altération du film lacrymal peut varier la kératométrie antérieure de 1,3. Alors, on vous a enseigné, on vous a dit que toute kératométrie qui varie de 1 dioptrie est égale kératocone évolutive. Alors, rien que le film lacrymal peut faire varier cette puissance réfractive antérieure. Donc, il faut faire la part des choses entre toujours traiter la surface oculaire avant de se lancer sur une conclusion comme quoi la maladie évolue. Voilà, donc évolutivité et fausse évolutivité. Là, c'est une vraie évolutivité, donc respectons les règles. Moi, je peux discuter avec vous comment je traite la surface oculaire chez les patients kératocones. J'ai une méthodologie que je suis. Et quand je respecte cette méthodologie, j'ai 2 examens comme ça. C'est l'évolutivité de la maladie et je pose l'indication du cross-linking. Alors, là, c'est un cas d'un enfant qui a une atopie sévère, qui a un kératocone, mais je ne me suis pas précipité à traiter par quoi que ce soit, sauf à traiter la surface et de manière agressive. Vous avez vu, j'ai mis des immunosuppresseurs. Donc, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, l'arme artificielle. Et j'ai pu, entre parenthèses, gagner quelques points de kératométrie. Là, il ne faut pas crier victoire qu'on a stabilisé le kératocone. On a stabilisé l'ocular surface disease, l'OSD. Et là, il faut faire la part des choses. On traite la surface et on bilante après. Donc, quels sont les examens qu'on doit faire aujourd'hui si on a la chance de tout avoir? Moi, je dirais que la topo, il est nécessaire, mais non suffisante, la tomo aussi, et que l'OCT de la cornée, c'est un examen pour moi qui est nécessaire, il est obligatoire, que ce soit dans le diagnostic ou dans le suivi de cette maladie. Alors, si on veut explorer un kératocone, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, si vous voulez explorer l'évolution de la maladie, le stade de la maladie, c'est la tomographie, c'est l'OCT, indéniablement. Mais il y a un élément qui le fait surface maintenant quand on a la chance de diagnostiquer tôt. Si vous voulez explorer la qualité de vision de ces patients, c'est la bérométrie. Hélas, la bérométrie ne sert à rien sur les kératocones avancés. Au-delà de 55 dioptries de Kmax, vous savez que la bérométrie est pupillodépendante et que c'est un examen que si il n'est pas fait dans les kératocones précoces, la précision des données elle est obsolète. Donc, il faut tout faire et essayer de diagnostiquer les kératocones tôt. Vous avez un choix thérapeutique important. Au fur et à mesure que la maladie avance et que votre choix thérapeutique va se restreindre pour s'arrêter à la solution la plus indésirable, je dirais, c'est la greffe de cornée. Donc, il faut tout faire pour diagnostiquer tôt. Alors, vous m'avez dit que personne dans la salle, avant l'arrivée de mon ami de Tunis, que je respecte et qui a une grande expérience dans le kératocone, personne dans la salle m'a dit qu'il fait le cross-linking. Ben, le cross-linking, c'est une technique qui permet de stabiliser la maladie. On ne va pas entrer dans les détails. Et ce cross-linking, soit vous le faites avec un épithélium en place, c'est ce qu'on appelle l'IP-on, ou vous faites le cross-linking avec un épithélium qui n'est plus en place, qu'on appelle l'IP-off. Moi, je fais l'IP-off et je sais que beaucoup font l'IP-off parce que c'est un examen c'est un traitement qui a prouvé son efficacité. Et là, je vous explique quelque chose de simple. L'IP-off, on enlève l'épithélium, ensuite on traite. Il y a une règle. On doit toujours faire l'IP-off avec un minimum de pachymétrie de 400 microns. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est après avoir enlevé l'épithélium. Donc, comme vous pouvez faire ça, on ne parle pas pachymétrie totale, on parle pachymétrie stromale. Donc, vous enlevez l'épithélium et vous voyez ce qui reste. Si ce qui reste est au-dessus de 400, vous faites votre IP-off, vous n'êtes pas toxique pour l'endothélium ni pour le cristallin. Si après avoir enlevé l'épaisseur de l'épithélium, vous êtes au-dessous des 400, vous oubliez le traitement classique. Peut-être vous allez stabiliser la maladie, mais vous allez avoir une toxicité au niveau de l'endothélium. Donc, retenez ce chiffre de 400 sans l'épithélium, pas avec l'épithélium, je sais. Beaucoup d'ophtalmos font l'amalgame. Ils voient la topographie, ils vont dire oh, OK, on peut aller pour un IP-off. L'IP-off, on doit avoir la limite des 400 microns sans l'épithélium. Alors vous allez me dire, que faire des cornées fines? Et Dieu sait qu'il y en a.
Grosso modo, voilà, ce n'est pas l'objet de mon topo, de vous faire lipi on, lipi off, mais quand vous avez une cornée qui est fine, il y a 2 ou 3 solutions. Soit vous allez varier la solution que vous instillez, ce qu'on appelle des riboflavines qui permettent de gonfler la cornée. C'est en jouant sur l'osmolarité. Ou bien vous allez mettre une lentille de contact, c'est la technique décrite par les Indiens, ils font une lentille de contact pour gagner de l'épaisseur. Cette technique, on lui reconnaît qu'il empêche l'entrée de l'oxygène au niveau de la cornée. Je vous dis que l'oxygène, c'est un élément indispensable pour l'IPOF. Et d'autres, c'est les techniques les plus récentes. Farhad Hafizi et Mazota, vous avez entendu de fameux papiers. Il fait changer la puissance ou l'affluence. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, vous allez faire un cross-linking customisé. Vous allez appliquer une énergie. Là où il y a 300 microns, c'est pas que là où il y a 200 microns, c'est pas comme on est arrivé à 200 microns. Ça, c'est l'avenir. Donc l'avenir, c'est un traitement customisé parce qu'au début, pendant 20 ans, on commence à irradier une cornée de la même manière. C'est un peu bête. Le cône est irradié de la même manière que le pourtour du cône, alors qu'autour du cône, la cornée est intacte. Donc on est en train de cross-linker une cornée qui n'est pas malade. Maintenant, l'avenir, c'est de traiter que les zones malades, ce qu'on appelle le traitement customisé. Et on est arrivé à traiter des cornées de 200 microns. Et ça, c'est excellent de pouvoir stabiliser cette maladie à ce stade avancé. Alors, comment on doit surveiller un kératocone? Un kératocone, ça, le suivi, il est essentiel. D'abord parce qu'il y a les aléas de l'IPI-on et de l'IPI-off, et parce qu'il y a des malades qui ne répondent pas à cross-linking. La littérature parle de 70% de bons répondeurs, qu'en est-il des 30% restants? Moi, je pense que l'OCT, c'est un examen qui est indispensable. Et pourquoi je vais vous montrer cette diapo? 1 mois après le cross-linking, vous avez vu qu'il y a une augmentation d'épaisseur de la cornée. C'est une fausse augmentation de l'épaisseur de la cornée, parce que quand la cornée devient épaisse, on crie victoire. On dit que bon, c'est excellent, je suis en train de guérir le malade, la cornée qui était mince, elle épaissit. Mais cet épaississement pendant 2-3 mois, il est dû à un œdème au niveau de l'épithélium. Vous l'avez vu, l'image rouge. Ça, c'est un épithélium qui a doublé d'épaisseur. Les microns que nous avons gagnés, on n'est pas au niveau du stroma, c'est au niveau de l'épithélium. Donc, ça ne sert à rien. C'est de l'inflammation, ce n'est pas une stabilisation de la maladie. Et une année après, vous avez vu que l'image initiale et finale, on dirait que l'épithélium, il a une mémoire. Il revient au stade initial. Et l'OCT, après cross-linking, grosso modo, ça vous permet de suivre l'épaisseur, la kératométrie et une notion importante, ce qu'on appelle la ligne de démarcation. C'est quoi la ligne de démarcation? Quand vous instillez la riboflavine, c'est une vague qui va descendre au niveau de la cornée, il va descendre, et il est dit que cette arrivée de riboflavine, qu'on appelle ligne de démarcation, doit être à 300 microns de l'épaisseur de la cornée, pour être sûr que toute la cornée était traitée. Et l'OCT permet de suivre ce qu'on appelle cette fameuse ligne de démarcation. Donc voilà, un élément comparatif. Je n'ose pas dire qu'il faut oublier la topotomographie, mais je dirais que méfiez-vous des données de la topo et de la tomographie après un cross-linking, et surtout s'il y a des opacités au niveau de la cornée. Ça donne des images erronées. Il faut plus se fier sur l'OCT que sur la tomographie. Alors, une idée et un débat maintenant qui n'existe plus. Est-ce que les anneaux intracornéens stabilisent le kératocone? Non. C'est non, il n'y a plus de débat. Les anneaux peuvent aplatir la cornée, peuvent diminuer les aberrations, mais oubliez l'idée qu'on vous a dit parfois dans des congrès, même jusqu'à maintenant, que les anneaux, c'est plutôt les grands défenseurs des anneaux. Moi, j'en ai placé, je place plus ou moins, de moins en moins. Je ne suis pas convaincu de la fiabilité, surtout dans des formes avancées. Donc, les anneaux, retenez ça, ça permet d'aplatir la cornée, ça permet de gagner quelques points en acuité visuelle, mais ça ne permet pas de stabiliser la maladie. Donc voilà, c'est les critères de choix si vous voulez savoir quelle indication des anneaux et comment on doit juger l'efficacité de ces anneaux. Je vais parler à la fin d'une arc décisionnelle. Quand est-ce à mon sens, il y a une indication de ces anneaux intracornéens. Le rythme de surveillance, voyez un kératocone, même si vous ne faites pas de cross-linking, vous allez être amené à les suivre. Le rythme n'est pas le même. Le rythme de surveillance, il est âge dépendant. Vous surveillez de manière raccourcie chez les enfants et vous pouvez étaler. Moi, les kératocones au-delà de 45 ans, je les vois tous les ans, tous les 2 ans. Mais un enfant, ça m'arrive de le convoquer tous les 3 mois. Et retenez le message, quand vous avez une patiente qui a un kératocone et qui va tomber enceinte, vous lui demandez toujours, moi personnellement,
de venir consulter pendant le premier trimestre. Ça a été dit que la grossesse peut être un facteur de réveiller le kératocone ainsi que la dysthyroïdie. Voilà, donc rythme de surveillance, ça dépend de beaucoup de facteurs, comme je vous ai dit maintenant. Alors, on doit avancer. La photoablation, c'est un sujet d'actualité. Avant, c'était criminel de dire qu'on va photoablater une cornée kératoconique. Comment on peut enlever du tissu cornéen sur une cornée qui en manque? Eh bien, avant, on disait que c'était contre-indiqué. Ensuite, on dit que c'est possible. Maintenant, oui, on peut photoablater une cornée qui a un kératocone, mais il y a des règles, il y a des principes, parce que ça permet d'améliorer la qualité de vision de ces malades. Donc, la photoablation, maintenant, c'est un sujet que vous devez être capable au moins de répondre à vos patients. Docteur, est-ce que je peux bénéficier de ce fameux laser dont tout le monde parle? Alors, le principe, il est très simple. Comment on combine cross-linking et photoablation? Eh bien, le cross-linking, il va aplatir la cornée, il va la rigidifier, mais cette surface, vos patients qui ont un kératocone, pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi ils ont mauvaise qualité de vision? Ce n'est pas parce que leur cornée est bombée ou leur cornée est fine, ça, ils ne le sentent pas. Ils sont malheureux parce que leur surface, elle est irrégulière, tout simplement. S'il y a un message à vous transmettre, c'est l'irrégularité de la surface. Et bien le laser, il va venir, il va traiter la surface pour la rendre, pardon, je dis régulière, mais moins irrégulière. Donc, topo-guidé, apéro-guidé, ce n'est pas l'objet de mon cours, mais sachez qu'il y a différentes techniques, différents principes, comment on peut photoablater cette cornée. Alors, je vais à ce synthèse, on ne va pas entrer dans les détails sur le traitement combiné. Voilà le protocole, moi, que je suis. Moi, je fais un traitement en un seul temps, ce qu'on appelle apéro-guidé. Là, je vous explique simplement une idée simple. Si vous voulez photoablater un kératocone, quand on fait un myope ou un hypermétrope, on se base sur la réfraction et la topographie. C'est les bases de la chirurgie réfractive. Un myope, un hypermétrope. Mais là, vous allez vous baser sur quoi? C'est une cornée qui est malade. Il n'a pas de sphère, il n'a pas de cylindre. Eh bien, on se base sur les aberrations. Donc, on essaie de rendre une cornée irrégulière une cornée régulière. Donc, soit il est basé sur la topographie ou sur la barométrie. L'idéal, c'est de se baser sur la barométrie. On peut, si vous avez des questions plus poussées, de discuter avec vous. Une situation que vous allez rencontrer, c'est l'association kératocone-cataracte. Et là, le raisonnement, il est simple. Quand vous avez cataracte plus kératocone, vous allez vous poser la question, quelle est la composante qui domine? Est-ce que c'est le cristallin ou la cornée? C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est le cristallin ou la cornée? Si c'est le cristallin qui est dominant, ben, on va opérer ce malade. Je vais vous donner quelques astuces, comment essayer d'éviter, parce que l'enjeu, il est kératométrique, il est biométrique, alors que si la cornée est très irrégulière, on commence à régulariser la cornée, ensuite la cataracte. C'est le raisonnement est très simple. Soit commencer par le cristallin ou commencer par la cornée. Et là, cet arbre décisionnel vous permet, au moins, même si vous ne faites pas cette chirurgie, de connaître quel est le timing des opérations. Un message important à vous transmettre. Il ne faut pas oublier que 10% de kératocones sont de forme familiale. Donc, si vous avez le papa ou la maman qui a un kératocone, au moins, vous dites examinez votre enfant. Au moins un message, parce que 10% c'est des formes familiales. On n'examine pas un kératocone et on le lâche dans la nature. On doit transmettre le message qu'il y a des formes familiales. Donc, je pense que je vais terminer par cette diapo. C'est qu'aujourd'hui, le kératocone, qu'on le veuille ou pas, c'est devenu une maladie réfractive. On a la chance de diagnostiquer tôt et vous avez l'obligation de répondre à vos patients, parfois jeunes, comment améliorer la qualité de vision. Ben, grosso modo, vous allez toujours vous poser la question, est-ce que je suis devant une maladie stable ou instable? S'il est instable, il faut la stabiliser. Ensuite, quand elle est stable, vous allez raisonner, est-ce qu'il est en phase forme modérée débutante ou forme avancée? Et cet arbre décisionnel vous donne grosso modo quelle est l'approche réfractive qu'on doit avoir aujourd'hui. Je termine par ces diapos. Avec toute la modestie du monde, j'ai inventé un mot. Comme ça fait 25 ans que je suis le kératocone, je reçois une vingtaine par jour. Il y a le cross-linking, qui est une technique médicale, préconisée, qui permet de stabiliser la maladie. Et moi, avec la force de temps, j'ai vu beaucoup de malades cross-linking, on me confie pour cross-linking, que je ne fais pas de cross-linking parce que ce n'est pas un kératocone, et le mot que j'ai inventé s'appelle cross-killing, to kill. Donc, soit cross-linking, soit cross-killing. Et là, j'ai une centaine de cas cliniques où
le patient a été confié pour kératocone et pour cross-linking, on fait un examen bien fait, on traite la surface, je la répète 3 fois, on fait un bon examen avec une machine bien étalonnée, avec les critères de fiabilité d'examen, et ça se trouve que c'est des patients comme ça, j'en ai plein, qui ont des maladies, sauf le kératocone. Alors si vous faites le cross-linking chez des malades, ce n'est pas un cross-linking, c'est un cross-killing. Voilà, je voudrais bien transmettre ce message qui est simple, clair, que vous allez voir des kératocones, vous allez voir des faux kératocones. Je souhaite du bon Dieu que vous n'allez jamais voir un kératocone, une cornée malade qui était déjà cross-linkée, comme le cas que je vous ai montré de l'enfant de 8 ans qui a subi un cross-linking sous anesthésie générale. Donc mon message est clair, c'est une maladie qui existe, elle est fréquente, mais il faut être outillé toujours pour faire la part de ce qui est kératocone et ce qui ne l'est pas, et ce qui est évolutif et ce qui ne l'est pas. Alors si vous avez des questions, j'essaie de parler d'un peu de tout. C'est un monde, photoablation, anneau, cross-linking. Je n'ai pas parlé des lentilles parce que je ne suis pas contactologue, mais merci d'être là.